Bonjour à tous, ici Pierre Saint George. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Philippe Delettre, à ne pas confondre avec Delattre, qui est un de mes amis qui se reconnaîtra. Mais Philippe, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous avez écrit un livre sur Saint-Exupéry. C'est un auteur que tous les enfants connaissent, puisque les parents leur lisent Le Petit Prince, mais qui a une vie bien plus vaste que l'écriture d'un seul livre, qui est un aventurier, qui est un pilote, et qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire au combat, et qui avait des idées fortes, des idées peut-être pas toujours connues, certainement pas à la simple lecture de Saint-Exupéry. Parlez-nous un petit peu de votre livre et de ce qui vous a intéressé dans la vie de cet auteur très connu, mais peut-être méconnu aussi. Oui, oui, merci beaucoup. Bah, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un auteur qui est très connu, trop connu, et en fait mal connu. Et parfois, je me dis qu'il aurait presque mieux valu finalement qu'il soit un peu moins célèbre, mais qu'au moins son message n'ait pas été aussi transformé et détourné. Qu'il n'est aujourd'hui, parce que finalement, le gros problème de Saint-Exupéry, la tragédie de Saint-Exupéry, c'est que on a tous en tête Le Petit Prince, et encore, j'ai envie de dire, on n'a même pas forcément en tête le livre, mais plus l'image, le marketing du Petit Prince, qui en fait quelque chose un peu cucu. Le Petit Prince, devenu un logo, une image de marque qu'on retrouve à poser pour, je sais pas, des événements liés à l'écologie, sur des mugs, voilà, enfin, ça sert un peu de tout et n'importe quoi. Mhm. Et du coup, tout le monde pense connaître Saint-Exupéry, et on oublie que déjà, il n'y a pas que Le Petit Prince, il y a d'autres livres, et que le message de Saint-Exupéry est pas du tout un message gnangnan voilà, ou simpliste. C'est un message très critique de notre époque, très anti-moderne, on peut dire. En même temps, qui développe une réflexion intéressante sur la technologie. C'est aussi un homme qui s'est beaucoup interrogé à la question du sens de la vie dans une époque où on ne croit plus en Dieu. C'est quelqu'un qui a été très influencé par Nietzsche. C'est un homme qui beaucoup intéressé aussi à comment communiquer dans une société où il n'y a plus de religion. Et donc toutes ces thématiques, c'est vraiment le fil rouge de toute son œuvre, hein. Tout ce que je viens de dire là, c'est des choses qui sont assez évidentes en réalité, hein. Mais ça, on l'oublie complètement. Et en réalité, cet Exupéry est un auteur très actuel et que j'invite à relire et surtout à redécouvrir sous un autre angle, sous cette approche en fait, plus honnête et plus respectueuse du message original. C'est ce que j'invite à travers mon livre, en fait. C'est de voir Saint-Exupéry autrement, tel qu'il a toujours été et tel qu'on l'a trop souvent nié. J'ai oublié, mea culpa, de nommer le titre de votre livre qui s'appelle Saint-Exupéry, Au-delà du Petit Prince. Voilà, aux éditions Le Verbe Haut. Je mettrai bien entendu le lien. C'est la Nouvelle Librairie, l'édition, pardon. Nouvelle C'est, librairie. voilà. Je mettrai Ah, c'est peut-être un des sites qui le vend. Oui, exactement, c'est Ah, pour ça. je mettrai le lien de ce livre, bien sûr, dans la descriptif de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez l'acheter et le lire. Alors, Saint-Exupéry, comment est-il devenu, d'abord, aussi... Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu aussi connu? Et était-il déjà connu de son vivant à l'époque? Oui, très bonne question. Effectivement, il est devenu surtout connu. Enfin, aujourd'hui, il est connu pour Le Petit Prince. Le Petit Prince, je rappelle brièvement, c'est quand même le deuxième livre le plus vendu au monde, le plus traduit au monde, après la Bible. Donc, c'est un succès colossal. Et Le Petit Prince, il est sorti en 44 aux États-Unis d'abord, parce que Saint-Exupéry était exilé à ce moment-là aux États-Unis. Donc, il est sorti d'abord en anglais, étonnamment. Même s'il avait été écrit en français, il a été traduit et il est d'abord sorti aux États-Unis en 44, mais il est sorti quelques mois avant sa disparition, donc il n'a pas encore eu le temps d'avoir du succès. Au moment où lui disparaît, il ne sait pas que Le Petit Prince ça va avoir autant de succès. Et en fait, il va sortir en France, je crois, en 46, en tout cas assez longtemps après sa mort, plusieurs années après sa mort. Et le succès va vraiment démarrer un peu plus tard encore. Donc, c'est un succès posthume, Le Petit Prince. Succès donc énorme, par contre, qui prend des proportions gigantesques. Donc, on pourrait imaginer que Saint-Exupéry est devenu célèbre après sa mort. En fait, il n'en est rien. Saint-Exupéry était déjà très célèbre de son vivant, et c'était même l'auteur français le plus célèbre de son temps. Il est devenu célèbre avec Vol de nuit.
c'est qui ça. était voilà, un très, très beau livre qui raconte un petit peu une mission. Alors, tous ces livres sont plus ou moins autobiographiques, quasiment tous en tout cas. Et Vol de nuit raconte une mission pour l'aéropostale. Saint-Exupéry était très engagé dans l'aéropostale, qui était un mouvement de pionniers de l'aviation. Et donc, il a participé un peu à faire découvrir au grand public tous ces actes héroïques de ces aviateurs, hein, lui étant lui-même à la fois pilote et écrivain. Et Vol de nuit était un très, très grand succès. Et ensuite, il a sorti Terre des Hommes en 1939. Et Terre des Hommes a été traduit aux États-Unis. Et là-bas, ça a été un énorme best-seller. Il a gagné le prix du plus grand écrivain du New York Times, je ne sais pas quoi. Il est allé aux États-Unis avant la guerre déjà, comme auteur à succès. Et, euh, et il a été quand il est sorti de l'avion, il y avait toute une foule pour l'accueillir. Enfin, c'était l'écrivain le plus célèbre de son temps. Voilà, à l'étranger. Après, à l'époque, il y avait Gide qui était assez connu. Il y avait comment il s'appelle, Roger Martin du Gard. Il y en avait d'autres. Mais le plus célèbre, c'était vraiment Saint-Exupéry. Donc quelque chose qu'on a tendance à oublier, y compris aux États-Unis, justement. Alors, dans Vol de nuit, je l'ai lu, l'histoire en fait, porte un message finalement d'héroïsme, mais presque d'héroïsme. C'était pas banal à l'époque de traverser les Andes pour amener le courrier à travers le monde et des Andes ensuite aller dans le Pacifique, enfin amener finalement ce qui était le progrès, considéré vraiment comme le progrès à l'époque à travers le monde entier, où chaque département d'outre-mer, en ce qui concerne la France, devait être relié à la métropole et à la capitale, bien sûr. Et, et dans cette forme d'héroïsme, il y a, c'est pas un héroïsme comme ça glorieux en soi, puisque c'est difficile, les conditions météorologiques, climatiques dans ces petits cockpits, dans ces petits ability packs de ces avions qui étaient quand même très dangereux, qui tombaient souvent en panne et qui s'écrasaient parfois. On parlera de la mort de Saint-Exupéry plus tard. Euh, Véhicule un message voilà, d'abnégation, d'un héroïsme quotidien et pas, il n'y avait pas les magazines qui vous attendaient pour vous prendre en photo, c'était parce que c'était un peu votre devoir, et parce que c'était une vocation. Est-ce que j'ai bien compris déjà le message qui va dans le sens du fond de ce que Saint-Exupéry véhicule? Oui, oui, tout à fait. C'est un livre très héroïque avec des valeurs de surpassement de soi. C'est-à-dire que, effectivement, l'aéropostale, ça peut sembler un peu trivial puisqu'il s'agissait de transporter du courrier. Mais sauf que ce qu'on n'imagine plus aujourd'hui, c'est que les avions déjà, c'est des avions c'était la première fois qu'on utilisait des avions qui avaient été conçus pour la Première Guerre mondiale, qu'on utilisait dans le civil. C'était pas du tout des avions qui étaient faits pour ça. Donc, on les a fait traverser les déserts, la cordillère des Andes ensuite. Donc, c'était des conditions météorologiques qui étaient très intenses. On est encore dans des avions assez rudimentaires. Il y a très peu d'instruments de bord. On navigue à vue. Il y a une boussole et puis c'est tout, hein. Voilà, donc Les étoiles, et les étoiles, voilà. les Non, mais étoiles, oui. c'était vraiment des aventuriers et il y avait beaucoup de morts. D'ailleurs, ils partaient toujours à deux. Comme ça, s'il y avait un accident technique, ils pouvaient atterrir et passer d'un avion à l'autre parce qu'il y avait souvent des accidents techniques. Voilà, c'était une vie très aventureuse et je pense même que dans l'entre-deux-guerres, finalement, un homme qui avait soif d'aventure, il pouvait pas faire plus aventureux que de s'engager à l'aéropostale. Voilà, donc Vol de nuit, c'est une ode. C'est une ode en fait au pouvoir comment dire, alors ce que Saint-Exupéry appelait le mythe du courrier, c'est-à-dire euh, en fait tous ces aviateurs, à travers cette mission un peu absurde qui est de transporter le courrier dans les temps, finalement ça va donner un sens à leur vie, ça va leur donner un but, et à travers ça, ils vont pouvoir eux-mêmes s'accomplir en tant qu'hommes, parce qu'ils sont tous réunis, ils sont tous unis à travers une sorte de religion, hein. Religion, ça veut dire relié à la base, cette religion qui est la religion du courrier, voilà. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est très important pour Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'est un homme qui, très tôt, a souffert dans la société de son époque de ce manque de cohésion que lui, il a constaté en France. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans un milieu un peu hors du temps, il a été élevé en campagne, euh, dans un milieu aristocratique, hein, et avec une éducation un peu d'ancien régime.
il n'était pas particulièrement fortuné. Il y a eu, son père est mort très jeune, donc c'était pas une enfance facile non plus. Il n'a pas du tout eu une cuillère dorée dans la bouche, mais c'est juste que il a été élevé à l'ancienne, en province, donc assez loin de la modernité, on va dire. En plus, à ce moment-là, il avait la foi. Il a été élevé dans la foi catholique, dans la demeure de toute sa famille depuis des générations. Donc une vie, on va dire, très enracinée, assez organique. Et quand il va aller à Paris pour ses études, alors déjà, il va perdre la foi, ce qui va forcément, c'est un bouleversement. Et puis, il va être projeté dans le monde moderne. Alors, tout de suite, parce qu'il est né en 1900, donc 1900 à la campagne, quand il est enfant, c'est vraiment, c'est l'Ancien Régime encore. Quand il arrive à Paris, c'est le Paris des années folles. Donc, Ouais, c'est vraiment en ébullition. Voilà. Et lui, alors, il est bien sûr, c'est c'est un bon vivant, hein, donc il apprécie cette liberté, voilà, ces années folles, années érotiques, etc. Mais d'un autre côté, il remarque quand même que les gens sont de plus en plus individualistes, ouais. que les gens ont du mal à communiquer, que les gens sont assez isolés. Et plus le temps va avancer, plus ça, c'est un constat qu'il va faire et qui va le travailler. Et c'est un homme qui a toujours été traversé par des inquiétudes métaphysiques. La question du sens de la vie, pour lui, c'est très important. Je pense que ça vient aussi de la perte de sa foi, hein. Mais avant de devenir pilote, il y a toute une période de sa vie où il s'est beaucoup cherché. Il a été conducteur, enfin commercial pour des camions. Il a même été comptable à un moment. Et il était absolument malheureux. Ça lui convenait pas du Mhm. tout. Il était à moitié dépressif à ce moment-là. Il y a des lettres très 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 tristes où il explique qu'il est très malheureux, quoi. Et en fait, il finit, parce qu'il a toujours été attiré par l'aviation, il finit par devenir pilote, il s'engage à l'aéropostale, et là, en fait, à l'aéropostale, il va rentrer comme dans une église. Alors, ça va Mhm. être une sorte de religion de substitution, où il va pouvoir de nouveau communier à travers le danger partagé. Il va créer des liens très forts avec ses copilotes, dont Mermoz, par exemple, qui était une Ouais. immense star à l'époque aussi, Guillaume Aix, il y en a plein d'autres. Et donc, cet esprit de cohésion, ça va vraiment le marquer. Et à partir de là, il va réfléchir en se disant, bah, ce que j'ai vécu à l'aéropostale, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équivalent pour la France? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équivalent pour notre civilisation? Parce que finalement, c'est ça qui nous manque. C'est un objectif commun, un risque partagé. Et ça va être le début d'une réflexion qu'on voit en fait, cette réflexion, on voit elle va se mettre en place progressivement dans son œuvre. Euh, il y a plusieurs étapes, hein. Citadelle, voilà, Citadelle qui traduit déjà, on va dire, son désarroi. Vol de nuit, qui est un premier échelon. Après, on va avoir Terre des Hommes, où il fait vraiment un retour sur tout l'aéropostale et tout ce que ça lui a apporté. Et normalement, la dernière étape de son cheminement, c'était Citadelle, son œuvre inachevée, Ouais. on en reparlera, mais qui était vraiment l'aboutissement de sa pensée à ce niveau-là. Alors, c'est un point intéressant. Avant, vous parliez effectivement de dépression, de doute. Alors, évidemment, j'ai pas lu toutes les correspondances parce que c'est un auteur, quand on veut vraiment connaître un auteur en profondeur, les correspondances sont essentielles. A-t-il regretté ou a-t-il eu ce syndrome qu'on appelle du survivant parfois? Il était un tout petit peu trop jeune pour avoir combattu dans la Première Guerre mondiale et beaucoup de ses aînés qui ont survécu à la guerre, hein, parfois avec des gueules cassées, certes, mais eh bien, ont eu un certain prestige. Et beaucoup de ces jeunes, juste pour une année peut-être, quelques mois, ils n'ont pas pu participer. Et donc défendre la nation, le sentiment nationaliste était très fort à cette époque, d'autant plus que la France a été réellement non seulement victorieuse, mais a mené industriellement et au combat avec l'Angleterre, ont mené la victoire sur l'Allemagne et les pouvoirs centraux. Est-ce qu'il a regretté ça? Est-ce qu'il a, surtout quand on est jeune, on a soif d'héroïsme, on a soif, il a dû vivre ses années d'adolescence en lisant l'illustration et des magazines de cette époque où on voyait les aviateurs, mais aussi les soldats. Évidemment, ils étaient montrés, on leur montrait pas les horreurs de la guerre, on les montrait sous un angle héroïque, forcément. Est-ce qu'il a noté ce genre de regret? Alors, pas vraiment en fait, parce qu'il était quand même un peu jeune, hein, donc il est né en 1900, donc il avait 14 ans au début de la guerre.
18 à la fin. Donc effectivement, hein, à 4 années près, il aurait pu être engagé. Mais bon, 4 années à cet âge-là, c'est quand même beaucoup. Par contre, il était entre autres en pension à Paris une partie de la guerre. Et donc dans sa correspondance, il raconte à sa mère quand il y avait le couvre-feu. Ça l'a beaucoup marqué. Il faisait des caricatures. On a des dessins de lui où il caricature les Boches, comme on disait. Donc il était ardent patriote comme tout le monde à cette époque-là. Et surtout quand on a 14 ans, on imagine que voilà. Donc il soutenait beaucoup la France. Après, pour être honnête, non, j'ai lu sa correspondance et je n'ai pas vu de lettre qui exprimait vraiment un désir d'être allé au front. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il a été très marqué par ça et c'est quelqu'un qui a toujours été très patriote, très très patriote. Et quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il s'est engagé volontaire pour participer en 39, alors que il Il est faisait trop vieux. déjà, voilà, alors il était déjà très célèbre, hein. Je vous dis, c'est un peu le Welbeck de son temps en termes de notoriété. Donc forcément, quand la guerre a éclaté en 39, on lui a proposé un poste à l'arrière. En beaucoup plus beau Euh, gosse quand même. ah, oui, 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 non, mais bien sûr. Puis c'est pas du tout le même style, voilà. Mais dans le sens où c'était l'auteur, voilà, l'auteur français phare, quoi. Et donc on lui a proposé de rester à l'arrière. Et lui, il a vraiment insisté auprès de ses Ouais. amis pour être engagé et participer au front. Il a fait des missions très dangereuses. Il en a tiré un très beau livre qui s'appelle Pilote de guerre après. Donc il a participé à 1939 jusqu'à la défaite, jusqu'à l'armistice. Et ensuite, quand il y a eu la libération, la reconquête, il a pareil, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir participer à l'effort de guerre et pouvoir faire partie des Français, des forces françaises libres qui ont participé à la libération du territoire en 44. Donc à chaque fois, il n'a pas hésité à s'engager, à se mettre en danger. C'est un homme d'action. C'est un homme vraiment courageux. C'est pas un homme de lettres qui se réfugie dans sa tour d'ivoire et qui invective de haut, mais qui se mouille pas. C'est pas du tout sa conception des choses. C'est quelqu'un qui a toujours écrit avec son sang. Il a toujours écrit uniquement sur ce qu'il avait vécu, sur ce qu'il a expérimenté. Était-il marié avec une famille? Quelle était sa situation personnelle en fait à ce moment-là? Ouais, alors oui, oui, il s'est marié. Alors, je ne saurais pas dire comme ça l'année là exactement, mais c'était pendant l'aéropostale en tout cas, avec une femme qui s'appelle Consuelo et qui est d'origine argentine. Parce qu'il a vécu un moment en Argentine pour l'aéropostale. Et alors, c'était une femme très excentrique. Qui avait déjà eu un premier mari d'ailleurs qui était dans les lettres aussi. Et c'était un peu une muse. Elle avait beaucoup de courtisans. Il y avait toute une assemblée. Elle avait beaucoup d'amis poètes qui gravitaient autour d'elle, beaucoup de surréalistes entre autres. Et c'est une femme, voilà, assez charmante, a priori, très belle, elle est très belle, et puis très, très pétulante, très originale, et lui-même était un grand excentrique. Donc ils se sont mariés, mais alors finalement, ce mariage, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ils ont en commun leur originalité, leur anticonformisme, mais sinon, ils ont rien à voir. C'est-à-dire que ils viennent pas vraiment du même milieu social. Elle est quand même pas, elle est pas aristocrate comme lui. Et mine de rien, je pense que ça a pu jouer. Et puis, ils n'ont pas les mêmes goûts littéraires, ils fréquentent pas les mêmes personnes. En fait, c'est tous les deux des fortes têtes. Donc, voilà, ils ont, ils veulent pas sacrifier leur carrière pour leur vie de couple. Et puis, et très rapidement, en fait, lui, il a des amantes. Et elle a des amants aussi. Quand ils vivent très peu de temps ensemble d'ailleurs. Quand ils vivent ensemble, ils ont chacun leur téléphone, ce qu'à l'époque était rare. Et très très vite, ils ont chacun vécu dans un appartement différent. Donc c'est un couple qui n'a pas du tout fonctionné en soi, mais c'était deux huluberlus, quoi. Et deux très bons vivants, parce que ça c'est important. Saint-Exupéry, comme soit on oublie complètement au profit du Petit Prince, je le disais au début, soit on retient de lui le héros, le grand héros de l'aéropostale qui s'est sacrifié. Et c'est vrai que c'est un peu ce que je viens de vendre. Et c'était un héros. Mais il ne faut pas s'imaginer un héros un peu figé dans le marbre. Non, non, c'était quelqu'un de très bon vivant. C'est-à-dire qu'il aimait bien manger, il aimait bien boire, il aimait bien les femmes. C'est quelqu'un qui faisait la fête tout le temps, qui vivait à 300 à l'heure, qui roulait Hmm. comme un fou avec des Bugatti, qui manquait de mourir à chaque instant. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui vivait la vie à 100%. Euh, donc voilà, forcément, je pense pas que c'était pas un homme qui avait le profil d'un homme marié, tout simplement. Ah, c'est le surhomme nietzschéen un petit peu, mais voilà, il y en a plusieurs formes. L'armistice de 1940 arrive.
qu'est-ce qu'il fait qu'il choisit la France libre, alors qu'il aurait pu, comme beaucoup, finalement se complaire dans une forme au moins de neutralité, voire, pourquoi pas, de collaboration. Beaucoup de Français ont pensé que c'était dans l'intérêt de la France de collaborer avec l'Allemagne. Ouais, tout à fait. C'est une période qui est très complexe et qu'on a tendance à caricaturer aujourd'hui. Évidemment, c'était pas évident de savoir à l'époque que c'est De Gaulle qui allait tirer son épingle du jeu. C'était même assez improbable. Ouais. Alors, en fait, il n'a pas vraiment, il n'était pas gaulliste. C'est ça qui est intéressant. Il n'a jamais été gaulliste. Lui, bon, quand il y a eu la défaite de 39, déjà, une des grandes différences qu'il y a avec les gaullistes exilés, qui étaient déjà exilés aux États-Unis et qu'il a rejoint après la défaite de 39, c'est que lui, il a vécu la défaite, c'est-à-dire qu'il a participé à la guerre et il a vu, il le raconte dans Pilote de guerre, c'est des très belles, des très beaux passages dans ce livre d'ailleurs. Il raconte la défaite avec les gens qui prennent leurs bagages et puis qui vont sur la route, qui descendent vers le sud de la France, complètement paniqués. Et ça, lui, il l'a vu de ses propres yeux. Donc, quand l'armistice a été proposé et a été signé, lui, il est tout à fait en accord avec ça. Pour lui, l'évidence, elle est justifiée. C'est une évidence. Donc, quand ensuite se pose la question du choix entre rester en France ou s'exiler aux États-Unis, lui, il va longtemps hésiter. Il va finir par partir aux États-Unis, non pas forcément parce qu'il est en désaccord en soi avec Vichy, mais surtout parce que il est connu encore une fois aux États-Unis et donc il espère en allant là-bas pouvoir infléchir sur l'opinion publique parce que en 40, on oublie, mais les États-Unis sont très isolationnistes, ils n'ont pas du Mhm. tout envie de s'engager dans la guerre. Et lui, il a bon espoir quand même que si les États-Unis s'engagent, ils puissent récupérer le pays. Mhm. Donc il y va en espérant faire pression, étant donné qu'il est célèbre là-bas sur l'élite américaine. Mais Rappelons, si vous me permettez, que pendant la campagne de France, donc la campagne de mai-juin 1940, l'aviation française était bien présente et elle a abattu 1000, pas loin de 1000 avions allemands. Et que donc la France s'est bien battue, hein, en 1940. Elle a été défaite, mais il ne faut pas croire que c'était par veulerie ou lâcheté. Elle s'est extrêmement bien battue, plus de 100 000 soldats allemands morts en 1940 dans la campagne de France. Mais voilà, je tiens toujours à le rappeler parce que nos amis anglo-saxons ont tendance à caricaturer un petit peu cette défaite. ah oui, oui, c'est ça, pour pas parler de Dunkerque, par exemple, le film de Nolan, mais oui, non, mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas à l'époque parce qu'en fait, quand justement, ce qui a motivé aussi son départ aux États-Unis, c'était pour leur expliquer aux Américains que la France s'était battue. Parce que, en fait, ce que vous venez de dire, les Américains le pensaient aussi. Ils pensaient que la France s'était effondrée. Alors, elle s'était effondrée comme un château de cartes, c'est vrai, mais ils pensaient qu'on ne s'était pas battu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé aux États-Unis? Il a sorti tout de suite pilote de guerre. Et pilote de guerre, c'est un témoignage de son expérience de pilote de guerre durant la campagne de France et pourquoi il a fait ce livre. Mais ça, c'est pas une théorie, c'est lui qui l'écrit noir sur blanc dans sa correspondance. C'est une volonté de sa part, c'était pour faire connaître aux Américains l'effort de guerre qu'ont accompli les Français. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Donc voilà, c'est une œuvre presque de propagande, en tout cas d'information des Américains. Et c'est une très belle œuvre, encore une fois. Moi, je pense que c'est mon livre préféré de lui. Et alors, quand il est arrivé aux États-Unis, donc il est venu aux États-Unis pour ça. Il n'est pas venu aux États-Unis pour rejoindre les gaullistes. Ça, c'est très important. Les Mhm. gaullistes, il les connaissait pas trop. Et quand il y arrive aux États-Unis, il les connaît de trop, parce qu'en fait, il est assailli aussitôt par tous les gaullistes qui sont déjà là-bas, qui font pression, parce que comme il est célèbre, ils ont très envie qu'il devienne la figure du proue du gaullisme. Mais lui, en fait, il n'aime pas du tout De Gaulle. Il s'intéresse au personnage et en fait, il le déteste. Ouais, Et il a des phrases très dures contre lui. ouais, ouais. Il pense que c'est un dictateur en puissance, il pense que c'est un abo perché sur des échasses. Alors, je ne sais plus exactement quel terme il utilise, mais dans sa correspondance, il parle aussi de guignol. Enfin, il déteste De Gaulle. Voilà, il déteste De Gaulle, et ce qui fait que il- quand les gaullistes vont comprendre qu'il est irrécupérable, ce qui va se passer, c'est que dans tous les expatriés français qui sont autour de lui, il va avoir une sorte de coalition contre lui et on va beaucoup médire, on va lui mettre des bâtons dans les roues, on va l'empêcher de se déplacer librement aux États-Unis. Et lui, ça va beaucoup l'affecter parce que bah, lui, c'est ses compatriotes à l'origine, donc il est très déçu. Et donc, Mhm. ça va entretenir l'animosité qu'il va avoir avec les gaullistes. Et en fait, les deux se sont toujours détestés. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand De Gaulle va prononcer, il y a un discours, je sais plus, à Alger, où il va Mhm. promouvoir les écrivains et les artistes qui ont soutenu le gaullisme.
il parle des plus grands écrivains français, et dans le discours qui avait été écrit par un de ses porte-plumes, il y avait Saint-Exupéry qui était cité, mais parce que Saint-Exupéry, c'était le plus célèbre. Et ben, De Gaulle, quand il a vu que le nom était là, il l'a biffé, et puis il a fait exprès de ne pas le citer. Et plus tard, il a tout fait pour empêcher Saint-Exupéry d'accomplir ses missions, parce qu'il voulait pas qu'il prenne l'avion, parce qu'il savait que c'était son plus grand souhait, son plus grand désir. Et comme il voulait lui faire de la peine, parce que pardon, De Gaulle, c'était quelqu'un qui était assez rancunier, hein, si on s'intéresse au Mm. personnage. Il voulait absolument lui faire de la peine. Donc tout ce qu'il a fait pour l'empêcher de voler, même pour atteindre sa postérité, il a essayé de le faire. Donc les deux se détestaient. Voilà, c'était deux personnes qui se détestaient. Et donc quand Saint-Exupéry a fini par rejoindre l'armée, alors c'était l'armée française, mais armée par les Américains en fait. Il l'a pas fait au nom du gaullisme, il l'a fait au nom de la France. Voilà. Et il y a toute une polémique où il a fait des discours à la radio américaine où justement il a voulu que les Français se rassemblent. Parce qu'en fait, un des éléments qu'il n'aimait pas du tout chez les gaullistes, et ça c'est intéressant je trouve, c'est qu'il trouvait que les gaullistes divisaient les Français Mm. en diabolisant Vichy et en diabolisant Pétain. Et lui, il trouvait ça très inquiétant parce que, en fait, dans son discours à la radio américaine, il l'explique très bien, dans sa correspondance aussi. Sa grande crainte, c'est que les Français se haïssent. C'est-à-dire que les soutiens de Pétain, les soutiens de Vichy et ceux qui ne sont pas satisfaits de Vichy finissent par se voir comme des frères ennemis et s'entre-déchirent. Et lui, il a très peur en fait qu'il y ait une épuration. Et il en parle dans sa correspondance. Il dit, mais, parce que lui, il a vécu la guerre d'Espagne, il a couvert la guerre d'Espagne, il a vu ce que c'était que la guerre civile espagnole. Et il veut surtout pas ça pour la France. Et donc, il voit bien que dans les discours que fait à la radio De Gaulle, il y a une volonté de diviser les Français entre eux. Et ça, il a ça en horreur. Donc, lui, il a fait un grand discours à la radio américaine où il a essayé de parler aux Français en leur disant, voilà, il faut se réunir, il faut oublier nos différends. Et ça plaît pas du tout aux gaullistes dont la tactique était de diviser. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant qu'on oublie souvent de Saint-Exupéry. Et ça rappelle à quel point cette époque était complexe. Et voilà, et aujourd'hui, on a un regard très manichéen, Ouais. mais voilà, Alors, novembre 1942, les troupes américaines et la marine américaine bombardent et débarquent au Maroc et en Algérie française. Le Maroc était un protectorat français à cette époque. Et les Français se battent d'ailleurs contre les Américains pendant quelques heures, quelques jours peut-être. Tout d'un coup, j'ai un doute sur la durée, mais en tout cas, après un certain combat intense d'ailleurs, je crois que c'est l'amiral Darlan qui décide que toute cette partie de la France et de protectorat et de colonie vont passer du côté allié et mettre à disposition des alliés une armée qui, en tout cas, bon, elle n'est pas un équipement formidable à cette époque-là, mais elle est nombreuse. Armée qui combattra plus tard en Italie et en Normandie et en France pour contribuer à la libération. Saint-Exupéry va aller en Afrique du Nord, donc. tout à fait, voilà. Il était au Maroc, en fait, sur ses dernières missions, des missions de reconnaissance. Voilà, pour préparer. D'ailleurs, le débarquement avait déjà commencé. Hein. Parce que lui, il a disparu le 31 juillet 1944. C'est Donc, ça. il a vraiment disparu très peu de temps avant la victoire, en fait. Hein. Et d'ailleurs, il, il devait se douter qu'on allait gagner à ce moment-là déjà, parce qu'en juillet 44, c'est presque Oui. plié. Hein. Alors, là-dessus, bah, ça me permet de vous citer un témoignage très intéressant parce qu'on a justement, alors il était assez ami avec pas mal de personnes de l'état-major, dont un général, je crois que c'est le général Chambre, je vais vous retrouver ça, et en fait, très peu de temps avant sa mort, alors ça se situe quelque chose comme, alors je sais plus exactement, peut-être 4 5 jours avant sa disparition, d'accord, donc avant sa dernière mission. Il a l'occasion de discuter avec son ami, donc c'est bien le général Chambre, voilà. Et voilà ce qu'il lui dit. C'est le général Chambre qui a reporté ça dans ses mémoires, et c'est une source fiable. Donc là, il réécrit ce que lui a dit Saint-Exupéry. Jamais l'esprit n'a été plus qu'aujourd'hui écrasé par la matière. Cette civilisation est idiote. Je l'ai prise en grippe. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me bats. Si la France n'avait pas été vaincue en 1940, je refuserais de prendre part à cette mêlée absurde, à cette guerre civile des peuples civilisés.
Qu'est-ce que je fais avec mon casque et mon masque à oxygène, mes écouteurs et mon laryngophone, avec mes bretelles de parachute et tout ce fourbi autour de moi? Je suis un homme d'un autre âge. Je suis contemporain de Joachim du Bellay ou à la rigueur d'Hervère avec son sonnet, son mystère et son secret. La civilisation aurait dû s'arrêter là. Pourquoi avoir été plus loin? Tout le reste est de trop. Voyez-vous, chambre, voyez-vous, général, je me demande ce que nous faisons tous ici. Quand nous aurons délivré la France, qui ne le mérite pas, il n'y aura plus qu'une chose à faire, passer au marteau-pilon tout ce qu'a fabriqué notre progrès imbécile et revenir à tout prix à un siècle en arrière, peut-être plus, remettre l'esprit à sa vraie place. Si on ne le fait pas, l'humanité s'ensevelira de ses propres mains. Amen. Ahmed est dans le texte. C'est pour vous donner le ton, parce que je vous disais, à travers le livre, j'ai voulu re- redonner à l'image à Saint-Exupéry l'image qui lui est propre, le véritable Saint-Exupéry. Ben voilà, voilà l'opinion que se faisait Saint-Exupéry de son pays, de son époque. Quelqu'un qui est très lucide et qui est très critique envers ce Et qui se passe. prémonitoire. Voilà. Et pourtant, là, ce que je vous ai cité, c'était peu de temps avant la victoire, donc on pourrait imaginer qu'il serait très, très heureux. Non, non, il est inquiet parce il voit bien que derrière la menace nazie, c'est pas la fin des ennuis. Que les problèmes qui touchent son pays, et il le dit, la civilisation en général européenne, sont loin d'être terminés. Ils ne font que commencer. Il en a parfaitement conscience. Non, c'est très intéressant et c'est à cette époque-là, il a déjà écrit une grande partie de Citadelle, qui est son dernier livre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire du message de Citadelle? Bah voilà, alors c'est parfait parce que Citadel, c'est une réponse à ça, justement. Voilà. Comme je le disais, il a très vite constaté qu'il y avait un problème à son époque, que la civilisation européenne se délitait, et il a voulu y répondre lui étant écrivain, il a répondu par une œuvre. Voilà, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Et Mhm, donc, Citadelle, c'est son livre somme, c'est son testament philosophique, c'est un livre qui est très politique, en fait. C'est un livre qui parle, oui, de politique. D'ailleurs, Citadelle, ça fait écho à la vie de la cité, hein, la politique, tout simplement. Et donc, Citadelle, il a commencé, c'est intéressant, il a commencé à l'écrire en 1936, donc avant la guerre. Déjà dans cette idée de proposer à son peuple et en général à la civilisation européenne, occidentale, dans l'idée de proposer une réponse, un antidote mhm, à ce que lui constatait. Donc, encore une fois, il avait conscience de ça avant la guerre et il savait qu'après la guerre, les mêmes problèmes se poseraient. Et lui, le constat qu'il fait, c'est que si aujourd'hui tout se délite, c'est parce que les gens ont perdu le sens de leur vie, ne savent plus vers quoi aller. Comme ils ne croient plus en Dieu, bah, finalement, ils trouvent des idéologies de substitution, donc, qui étaient les grands totalitarismes. Hein. Donc, lui, il les a beaucoup, il s'y est beaucoup intéressé, le nazisme, le communisme, le fascisme. mhm. Il a beaucoup écrit dans sa correspondance, il en parle souvent. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, il les a couverts aussi, hein, parce qu'il a été reporter de guerre, donc il est allé en URSS, il a vécu la guerre d'Espagne, il a suivi aussi le mouvement anarchiste. Et en fait, ce qui est intéressant quand il en parle, que ce soit dans sa correspondance ou dans ses reportages, c'est qu'on sent qu'il n'est pas hostile à toutes ces idéologies. Pour lui, ce sont des réponses, des tentatives de donner du sens. Et donc, Ouais. pour lui, c'est logique que ça existe. Et il trouve ça toujours mieux en soi que ce qu'il exècre le plus, qui est le mode de vie bourgeois, satisfait, alors qu'il n'y a rien, en fait, qui est purement matérialiste, il n'y a pas de sens. C'est juste le confort. Et ça, il ne supporte pas ça. Donc, Mhm. il trouve ça assez sain et naturel que les gens cherchent une idéologie, mais même s'il aime bien le fait que, par exemple, un communiste engagé ou un fasciste engagé, bah, ça lui redonne une grandeur et qu'il puisse mourir pour un idéal, ça, il trouve ça très beau. Mais il trouve qu'en soi, dans leur principe philosophique, tous ces totalitarismes ont des défauts, sont un peu viciés. Ouais. Donc, il n'adhère pas dans la... Voilà. Ces idéologies ont accouché de monstruosités, Voilà. des chiffres en millions de morts, et des souffrances innommables. Et on peut se demander, et la réponse doit être forcément oui, mais je me demande, vous qui avez étudié ça dans le détail, s'il y a des traces précises, si Saint-Exupéry avait lu Dostoïevski, qui, une génération avant, évidemment, avertissait, tout comme Nietzsche quelques années avant, de la grande menace du fait d'avoir tué Dieu pour Nietzsche. Et Dostoïevski disait que lorsqu'il n'y a plus de Dieu, tout est permis. Et qu'il annonçait les monstres
les monstres horribles, notamment dans les possédés, qu'il voyait déjà monter en Russie. Et la France a été peut-être le premier pays à idéologiser les massacres, parce que les massacres ont toujours existé, les génocides ont toujours existé, mais avec la Vendée, la terreur de 1793, on a la matrice des totalitarismes et des génocides qui auront lieu au XXe siècle. Mais alors, mais c'est parfait, parfait parce qu'en fait, tout à fait, Saint-Exupéry s'inscrit dans cette lignée, mais c'est pas seulement qu'il s'inscrit, c'est qu'il les a lus, bien sûr. Et même l'auteur qui l'a le plus influencé, c'est Nietzsche. Ça, il le Mm. dit plusieurs fois dans sa correspondance, même dans ses livres, il cite Nietzsche. Mais le deuxième auteur qui l'a le plus influencé, il le dit aussi, bah, c'est Dostoïevski. Ouais, bien sûr. Voilà. Et après, c'est Baudelaire, mais ça, c'est plus pour le côté poète. Oui. Et d'ailleurs, même quoi que Baudelaire soit aussi un homme assez visionnaire. Et moi, je pense que vous avez parfaitement raison. Saint-Exupéry, il s'inscrit dans cette lignée d'écrivains prophètes. Voilà. On a eu Dostoïevski, on a eu Nietzsche, et pour moi, après, on a eu Saint-Exupéry, hein. Et les trois ont eu le même constat et le même pessimisme aussi sur ce qui allait se produire après. Et tous les trois ont été obsédés par la question métaphysique, la question du sens à apporter à nos vies et par le déclin de la civilisation. Les trois, et effectivement, le pont est évident et il a été très influencé par ses auteurs. Donc, tout à fait. Et Citadelle, bah, pour revenir à Citadelle, c'est la réponse qu'il a voulu apporter à toutes ces questions. Et donc, c'est le Petit Prince qui est l'ovni dans son œuvre. Oui, alors c'est vrai, même si en fait, quand on relit Le Petit Prince, si on le relit avec des yeux d'adulte, Mhm. en réalité, c'est un livre très critique de la modernité, c'est assez évident. Voilà, Ouais. ça raconte, c'est un enfant qui vit un peu dans sa bulle, qui est sur sa planète, un peu comme Saint-Exupéry a vécu toute sa vie dans une capsule spatio-temporelle de l'Ancien Régime en 1900 à la province, en province. Et puis quand le Petit Prince va se quitter un peu le monde, son petit monde, qui est tout petit mais qui a du sens, où tout fait sens, il va atterrir sur le monde des adultes, sur la Terre. Et en fait, là, il va voir que tout est complètement déconnecté. Chaque homme vit sur sa petite planète. Les gens trouvent un sens à leur vie qui est ridicule. C'est le fameux businessman qui va s'amuser à compter les étoiles. Et en fait, à travers tous ces personnages, il critique aussi des archétypes modernes. Voilà. Bon, tout cela a été étudié, a été analysé bien des fois. Là, pour le coup, ça a rien de. Ce que je vous dis, ça a déjà été dit plein de fois. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, même le Petit Prince, dans son message à l'origine, c'est très, c'est très sombre et c'est très critique. Et d'ailleurs, à la fin, le Petit Prince, il est tellement désolé de cette vie sur Terre qu'il préfère mourir, parce qu'à la fin, il meurt, hein, on l'oublie. Le Oui. Petit Prince meurt et se laisse tuer par le serpent. Ouais. Et, Ça et mérite que je le c'est. relise. Ça me donne envie de relire. Ça fait longtemps, ouais, que je Ah devais oui, le oui, lire. non, ouais. C'est très sombre et ça traduit. Il l'écrit bah, peu de temps avant le discours que je viens de vous, enfin le dialogue que je viens de vous lire. Donc les idées qu'il a là, en fait, elles sont sous forme poétique, elles sont déjà dans le livre. Et je pense que ça participe aussi au succès, c'est-à-dire que les gens, même s'ils s'en rendent pas compte, s'ils sont touchés par l'histoire du Petit Prince, c'est parce que c'est une histoire qui trahit leur désarroi aussi. Voilà. Mhm. Le Petit Prince meurt de vivre dans un monde qui n'a plus de religion, qui n'a plus de sens. Voilà. Euh, de la même manière que Saint-Exupéry en est presque mort, voilà, lui aussi. Euh, D'ailleurs, cette thématique de la disparition, parce que le Petit Prince ne meurt pas vraiment, en fait, il Mhm. disparaît. Il se fait mordre, et après il disparaît. Saint-Exupéry disparaît. Et dans Vol de nuit, à la fin, le héros disparaît. Voilà. Et dans Courrier du Sud, le premier livre de Saint-Exupéry, le héros disparaît. Voilà, en vol à chaque fois. Donc Ouais. c'est vraiment une thématique qui revient, c'est-à-dire qu'il y a aussi un dégoût, il y a vraiment un dégoût chez lui de cette vie sur Terre et une soif d'absolu qu'il n'arrive pas à contenter. Donc il y a quelque chose d'assez tragique aussi chez Saint-Exupéry. Et c'est là où on a un hasard, enfin une coïncidence étonnante, c'est que Saint-Exupéry aussi disparaît. Ben voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans tous ces livres, presque, à part finalement Pilote de guerre, mais qui est pas vraiment un roman, qui est plutôt un témoignage, en fait, sinon dans tous ces autres livres, ça se conclut par un pilote qui disparaît. Et bah, lui meurt de la même manière. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. On a retrouvé son avion il y a quelques années, je crois, hein, au large de la côte Ouais. française. Ouais, on a retrouvé son avion et on a retrouvé sa gourmette. Donc voilà, on sait que c'était son avion et il est extrêmement probable qu'il soit mort, hein. Malheureusement, j'ai beaucoup aimé le livre de Romain Guérin Oui. là-dessus, mais bon, c'est pas l'hypothèse la plus probable. Je rentre pas dans les détails pour ceux qui l'ont pas lu, mais il est peu probable que cet exupéry soit pas ait survécu. Non, non, il est très sûrement mort. On ne sait pas trop dans quelles conditions. Ça, par contre, c'est un mystère. Alors, d'ailleurs,
certains ont avancé la thèse du suicide, hein, bah, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est vrai que, euh, parce que là, je vous ai cité donc, le discours au général Shore, mais dans sa correspondance, Oui, il est au moins aussi dur, hein, sur son époque, hein. oui, Donc, oui. c'est quelqu'un qui était assez déprimé, hein, sur la fin de sa vie. Après, c'est en général rare qu'un pilote. Les pilotes aiment leurs avions. C'est presque un élément, surtout à cette époque-là, bien sûr. C'est presque un élément féminin qui compense l'élément masculin du pilote de cette époque. Il n'y a pas beaucoup de pilotes femmes, hein. Il y en a eu dans l'histoire des très célèbres, qui sont disparus aussi. Je pense à Amelia Earhart, qui est une contemporaine de Saint-Exupéry. Mais un pilote de chasse ou de combat, sa monture, si je puis dire, c'est quelque chose qu'il chérit, qu'il généralement détruire cette chose-là. Euh, j'ai jamais entendu parler d'un suicide, hein, d'un avion, d'un pilote de chasse. Des accidents mortels, oui, évidemment des morts au combat, évidemment, mais un suicide. Mais c'est vrai que c'est une théorie, oui, je l'ai Ah entendu. non, mais moi, c'est un très bon argument ce que vous venez d'avancer, hein, et je suis d'accord avec vous, hein. J'évoquais ça, mais c'est pas du tout l'opinion. Déjà, c'est une opinion qui est quand même peu probable et la plupart des gens la rejettent. Et personnellement, c'est pas je suis pas convaincu. Moi, pour moi, il a été abattu. Je pense, c'est le plus probable, de très loin, de très loin. Voilà. Après, il faudrait éplucher. Je pense que Oh, ça a d'autres été ont fait, fait bien sûr, ça a été fait. les journaux de chaque escadrille allemande ou italienne, peut-être, mais Ça a c'était été pas. fait. En plus, il y a des faux témoignages. Il y a des pilotes allemands. Il y a un moment un pilote allemand qui avait déclaré avoir tué Saint-Exupéry. Et en fait, il a avoué plus tard qu'il avait menti. Donc, Ouais. bon, il y a plein de rebondissements. Alors, d'ailleurs, sur ce sujet précis qui est la disparition de Saint-Exupéry, pour le coup, il y a beaucoup de livres qui sortent. J'ai presque envie de dire tous les ans, il y a une nouvelle théorie. Donc, pour être honnête, c'est pas vraiment le C'est propos pas de mon livre. Je me important. suis pas trop intéressé à ça, moi. Non, c'est Voilà, parce qu'en fait, on n'en sait rien, hein. Voilà, tout simplement, hein. Au final, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça Mais peut moi, je être suis d'accord avec ce mille que vous venez de raisons. dire. Ça Oui, peut être voilà. mille raisons. Mais c'est vrai que le suicide en vol, le suicide à terre, ça, je peux y croire. Le suicide par alcoolisme, le suicide indirect, il y en a plein, plein, plein. Se laisser abattre, même ce serait possible, mais écraser son avion volontairement, en plus avec des chances de ne pas y rester, ça, c'est peu crédible. Non, non, En c'est tant que vrai. quelqu'un qui connaît des pilotes, ça me paraît bizarre. Ouais, non, mais vous avez raison, c'est un très bon argument. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, par contre, se mettre en danger, oui, ça c'est vrai. Ça, Mettre en danger, il se oui. mettait en danger. Et on peut dire que d'une certaine manière, il cherchait la mort. En fait, en réalité, ce qu'il cherchait, c'était une intensité, et Ouais. lui, il avait en frôlant la mort. Comme je vous disais, en dehors même de ces moments où il pilotait, il conduisait, il était connu pour conduire ses voitures à toute vitesse. C'était quelqu'un qui Oui, oui, oui. Et il c'est pour vivait ça que dangereusement. ma question sur la Première Guerre mondiale, Oui, je cherche peu, mais bon, mais peut-être que ça l'a marqué. Effectivement, il y a peut-être de peut-être qu'on ça, n'en hein. a pas parlé, mais ça, Voilà. je l'ai déjà vu chez des gens, via des psychologues que je connais, etc., qui sont dans une prise de risque extrême. On le voit dans le monde moderne avec les sports extrêmes, etc. C'est intéressant parce que ce sont des gens, alors c'est pas parce qu'ils ont loupé la guerre, mais c'est parce que notre vie moderne comporte si peu de risques qu'elle est trop fade et qu'on va chercher le risque. Pour certains, c'est la vitesse, pour d'autres, c'est les drogues, pour d'autres, c'est une vie débridée pour essayer de trouver un sens, mais probablement ce n'est pas le bon chemin. Et pour d'autres, c'est ces prises de risque dans les sports extrêmes, dans le base jump. Aujourd'hui, il y a cette mode, on le voit ici, pas très loin de la Suisse, Chamonix en France, où il y a ces grandes parois de presque 1000 mètres où les gens peuvent se jeter avec des tenues qui peuvent planer pratiquement à très haute vitesse. Et chaque année, il y a des gens qui s'éclatent, hein, enfin, sur le sol ou contre des arbres et qui meurent, évidemment. Donc, il y a une recherche, ou même dans un autre registre à l'époque, vous parliez de ces pilotes qui traversaient les Andes, c'était extrêmement dangereux. Je ne sais pas quel est le ratio de pertes, mais clairement, ce n'était pas de tout repos. Et on n'est pas héroïque si on ne risque pas sa vie quelque part. Donc il y avait ce côté, d'un côté une image héroïque, mais qui correspondait à une réalité. Ah oui, 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 complètement, complètement. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est parce qu'il cherchait un sens à sa vie. Vous l'avez très bien dit. C'était vraiment ça. C'était dans cette obsession. Ça a toujours été son obsession dans tous ses livres, dans toute son œuvre. C'est le fil rouge. Et c'est pour ça que je disais en préambule que son œuvre est actuelle, parce qu'on en est encore là, évidemment. Donc c'est un homme qui a toujours cherché une solution, qui a toujours eu besoin de cette stimulation aussi pour écrire. D'ailleurs, c'est amusant. Il écrit quand il est contraint. Il n'a jamais été aussi productif que pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il a écrit 3 livres pendant la Seconde Guerre mondiale, alors il a pris quasiment 10 ans entre les 2 livres, entre Vol de nuit et Pilote de guerre. Et c'est une époque où l'aéropostale s'était arrêté. Donc, en fait, il a besoin de cette action. Et il la recherche. Et c'est un homme je ne sais plus, une quinzaine de fractures, y compris au crâne, qui a fait mourir plein de fois, qui vivait très dangereusement. Quand il a fait la guerre d'Espagne, par exemple, lui, il s'amusait, c'était un jeu que faisait, parce que les Espagnols aussi, c'était un peu des fous, hein. Bah, d'ailleurs, c'est le peuple espagnol, ça, hein, c'est Viva la muerte, etc. C'est ça. Et voilà. Et alors lui, il adorait ça. Et donc, il y avait ce jeu que faisaient les anarchistes espagnols. C'était quand 2 voitures se frôlaient, c'était d'essayer de casser les rétroviseurs de l'autre voiture en allant le plus près possible. Et lui, il s'amusait à le faire aussi, ça. Et des témoignages avec des amis qui avaient super peur parce que lui, il essayait de casser le plus de rétroviseurs possible. Et il faisait un autre jeu avec les anarchistes qui était de prendre une grenade, la dégoupiller et puis la jeter au dernier moment. Voilà. Ouais, Donc ouais, ça, il le faisait parce qu'il aimait ça. Il avait un attrait pour le risque que vous avez très bien expliqué. Voilà. Donc faut s'imaginer Saint-Exupéry comme ça, hein. C'est un fou, on dirait aujourd'hui. ah, les Voilà. Espagnols, plusieurs siècles d'occupation de Sarrazin, ça peut faire ça, hein. Alors, je rappelle que je dialogue ce soir avec Philippe Delettre pour son livre Saint-Exupéry, Au-delà du Petit Prince, aux éditions Nouvelle Librairie, que vous trouverez sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Peut-être pour conclure, si on revient sur son dernier livre, Citadelle, qu'est-ce qu'il voulait écrire et qu'est-ce qu'il manque, à votre avis, dans ce texte qui nous est resté et qui est un beau livre? Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et qu'est-ce qu'il manque selon vous? Quelle est la partie où peut-être pour écrire des livres, moi aussi, évidemment, je sais à quel point on fignole vraiment à la fin, à la toute fin. Et peut-être qu'à l'époque, on écrivait aussi d'un seul jet. C'était une autre manière d'écrire. Il n'y avait pas d'ordinateur pour corriger sans arrêt. Euh, qu'est-ce qu'il voulait nous laisser, peut-être, et qu'il n'a pas pu nous laisser, selon vous? Non, non, mais je suis même certain de ma réponse parce que c'est un élément important. C'est qu'en fait, il savait lui-même qu'il n'y aurait pas de fin à ce livre. C'est-à-dire que de son vivant, il disait, Citadelle, ce sera mon livre posthume. Voilà. Hmm. Et pour ceux qui l'ont lu, Citadelle, en fait, Citadelle est plus long. C'est un très gros livre. Il est plus long que tout le reste de ses autres livres. C'est-à-dire qu'il y a travaillé tous les jours quasiment. Depuis 1936, il travaillait sans cesse. Il faisait des pauses pour ses autres livres, mais il revenait après à chaque fois à Citadelle. C'était pour lui de très loin son œuvre la plus importante. Il espérait que ce soit celle qui reste, même si aujourd'hui bah, c'est plutôt le Petit Prince malheureusement. Et en fait, et pourtant, alors qu'il y a travaillé de 36 à 44, il l'a pas fini. Et peu de temps avant sa mort, il savait qu'il la finirait pas. Donc il y a une impasse un peu. Et quand comme je disais tout à l'heure, il a voulu avec Citadelle apporter une réponse à la question du sens à donner à sa vie. Et il disait même dans sa correspondance, j'aimerais apporter, il dit très fort, il dit, j'aimerais apporter une nouvelle Bible. Et pour moi, ce projet du Citadelle, c'est un peu l'équivalent du Zarathustra de Mhm. Nietzsche, pour ceux qui connaissent. Mhm. Et d'ailleurs, si on se met à lire Citadelle, on est frappé par le ton qui est très biblique. Ça se passe déjà d'ailleurs dans un désert. Euh, c'est écrit un peu sous forme de parabole. Il y a un côté religieux. Et en fait, Mhm. c'est volontaire. Il a voulu faire un livre religieux. Il a voulu créer en quelque sorte une nouvelle religion, aussi fou que ça paraisse. Mais c'était vraiment son projet. Et en fait, qu'est-ce qui manque? C'était votre question, elle est très bonne. Bah, ce qui manque, c'est Dieu. Et en réalité, lui, plus il avançait dans le livre, plus il en avait conscience. Et il le dit dans sa correspondance. Il dit, j'ai un problème parce que je n'arrive pas à me passer de Dieu. Comment est-ce qu'on peut admettre l'autorité? Comment est-ce que je peux imposer, avoir un chef autoritaire comme c'est le cas dans Citadelle, sans un Dieu qui chapeaute le tout? Voilà, comment faire monter ce triangle s'il n'y a pas un Dieu au-dessus? Et en fait, philosophiquement, ça le questionnait. Et la raison pour laquelle Citadelle n'est pas terminée, c'est parce que Saint-Exupéry lui-même n'avait pas trouvé un sens à sa vie. Il l'a cherché. C'est à la fois c'est une tentative de réponse, mais en fait, c'est un travail en cours de sa propre recherche de sens. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça a été écrit au fur et à mesure son livre, parce que donc ça a été publié après sa mort, ça a été publié tel quel. Donc ça s'arrête brutalement et il n'a pas eu le temps de relire ce qu'il avait écrit. Et on voit qu'au fur et à mesure du livre, le ton change. C'est-à-dire qu'au début, c'est très politique. Les premières pages de Citadelle, il parle vraiment de la vie de la cité, comment diriger les hommes, etc. Et d'ailleurs, c'est très autoritaire, c'est très politiquement incorrect. Et en fait, plus ça avance dans le livre, plus la question de Dieu devient obsédante. Et à la fin du livre, on a carrément
le chef de citadelle, le chef de guerre, qui quitte la cité pour méditer et qui se rapproche de Dieu, c'est-à-dire qui dialogue avec Dieu à la fin. Donc, Ouais. en fait, ça montre, ce qu'on voit aussi de la correspondance, c'est que plus Saint-Exupéry approche de la fin de sa vie, plus il a conscience que sans Dieu, c'est quand même compliqué de faire tenir tout ça debout, quoi. C'est très compliqué. C'est ce que j'explique aussi dans mon dernier livre. En tout cas, on voit un parallèle avec, moi, quand je lisais Citadelle, pardon pour cet aparté personnel, mais en lisant Citadelle, je voyais effectivement qu'il y a toute proportion gardée en sens de taille, mais en tout cas, un parallèle entre, par exemple, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, je préfère l'appeler par son nom juste, euh, où on voit en fait un Dieu, on pourrait, c'est écrit il y a très longtemps, mais ça aurait pu être écrit par quelqu'un d'assez juvénile, d'assez adolescent. On a un Dieu méchant, vengeur, injuste, partisan, mais qui au fur et à mesure des chapitres, il est très dur hein, dans la Genèse, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, c'est un Dieu Et horrible. En fait, très raciste. c'est un Dieu maléfique, c'est un démon. Oui, Mais ça a dû petit à très. petit, il s'assagit. On a des sagesses. En fait, la population en question qui écrit s'hellénise. Elle a l'influence de la Grèce. Donc on voit dans Ecclésiaste, où, ce qui est un monument de sagesse, on sent venir le Nouveau Testament, on sent que l'ère du temps change. Évidemment, ce n'est pas écrit à la même époque, c'est écrit 5 siècles avant Jésus-Christ. Et puis, on a le Nouveau Testament qui arrive, qui est une œuvre d'un d'un sage ou d'un Dieu mature, qui n'est plus adolescent, qui n'est plus guerrier sanguinaire, mais qui s'est assagi. C'est un Dieu sur la cinquantaine de milliards d'années qui, qui commence à dire non, non, mais le message, je sacrifie mon fils pour vous, je suis prêt à faire des concessions, et puis finalement, il faut que ça fonctionne, ce truc. Ça ne peut pas être juste un peuple qui veut tout et qui se... Non, il va falloir faire un truc global avec une sagesse qui fonctionne et qui fonctionne à peu près depuis près de 2000 ans. On a un siècle et demi de difficultés, en tout cas aujourd'hui, mais ça reviendra peut-être, où il y a toujours transformation. Et peut-être le message nécessite d'être retranscrit par une nouvelle transmission. Voilà, je voulais simplement. Et c'est vrai que Citadel m'a fait cette impression d'une œuvre longue et de maturité croissante, ce qui arrive hein, dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas pu réécrire, refaire, mais comme vous Oui, dites, oui. Mais effectivement, il y a vraiment un cheminement. Et d'ailleurs, dans sa correspondance aussi, comme je disais, on sent qu'il y a un retour vers, alors, presque vers la foi. En tout cas, il explique par exemple qu'il a fait dans sa correspondance, vraiment, là, ça doit être une lettre qui date de 43 ou 44, je sais plus. Il explique qu'il a fait une retraite à Solesmes et que il a assisté à la messe et que ça l'a bouleversé. Et il écrit, mais je suis curieux de ne pas avoir la foi parce que tout est là pour me plaire et pourtant je ne l'ai pas. Donc il l'avait pas, mais il était attiré, quoi. Et il y a certaines personnes qui espèrent que peut-être en vol, il se serait converti avant sa mort. Voilà, bon, on ne sait pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, il était sur la voie. Ça aurait pu arriver. Peut-être que c'est arrivé. Mais en tout cas, il y avait une impasse, ça c'est vrai, et cette impasse, c'est ce qui explique le côté inachevé de Citadel. Ça, c'est clair pour moi. merci beaucoup, Philippe Delettre, votre livre Saint-Exupéry, vraiment très intéressant. J'espère que vous serez nombreux à le lire. Je mets le lien comme convenu, voilà, au-delà du Petit Prince pour tout le monde. Je mettrai le lien ci-dessous. Je pense que c'est un livre passionnant et qu'il mérite d'être lu. Et surtout pour tous ceux qui se préparent à des temps difficiles, qui sont l'essentiel d'entre vous qui nous écoutez sur cette chaîne. Euh, le travail de quelqu'un qui a fait un travail héroïque dans une époque peut-être plus facile que la nôtre, mais aussi techniquement plus difficile, peut nous apprendre beaucoup. Donc, je vous encourage à la lecture déjà à la lecture tout court, et je vous encourage à la lecture de ce livre. Philippe, encore merci beaucoup de votre temps pour ce soir. Merci beaucoup, merci pour la pertinence de vos questions, merci pour l'invitation. Et effectivement, c'est un auteur pour notre temps. Voilà, vraiment. Vous avez cité Dostoïevski et vous avez cité tout à l'heure Nietzsche. Et pour moi, voilà, il fait partie de ces auteurs aussi qui sont intéressants à lire pour comprendre l'époque et aussi qui apportent une réponse. Hein, c'est pas juste une critique. Donc, c'est un auteur intéressant
et j'ai voulu l'écrire pour montrer ce qu'il avait d'actuel. Donc voilà, tout à fait. C'est vraiment un Tout à auteur fait. qui a des choses à nous dire encore aujourd'hui. Tout à fait. La critique est facile, l'art est difficile. Merci beaucoup. Merci.